Donc, comme je disais, on va avoir 3 présentatrices. Moi, je suis agronome au MAPAC depuis 3 ans dans la direction régionale des Laurentides et je suis aussi avertisseur pour le RAP solenacé avec ma collègue Christine Villeneuve. Donc, moi, je vais vous parler très brièvement du RAP solenacé. Ensuite, mes collègues vont vous parler du potentiel agronomique et économique de la culture sous abri, de la tomate et du poivron biologique. Il s'agit de Christine Villeneuve, qui est agronome, conseillère en production maraîchère en Montérégie-Ouest, et de Geneviève Legault à la direction régionale de l'Estrie, qui est également agronome et conseillère légumes de champ et légumes de serre. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le réseau d'avertissement phytosanitaire, donc c'est un réseau qui a pour mission d'informer les producteurs et autres intervenants de l'agroalimentaire québécois sur la présence et l'évolution des ennemis des cultures dans leur région et sur les stratégies d'intervention les plus appropriées dans un contexte de gestion intégrée des cultures. Donc, il y a des réseaux d'avertissement phytosanitaire pour à peu près tout ce qui pousse au Québec. Nous, de notre côté, le RAP solenacé, on s'occupe des poivrons et des tomates, bien sûr, mais aussi des aubergines et des cerises de terre en champ. Pour ces cultures-là, en serre, il existe aussi un RAP spécialisé pour les cultures de serre. Donc, le RAP en chiffres, cette année, on avait plus de 1800 abonnés à travers le Québec. On avait aussi une vingtaine de collaborateurs réguliers et occasionnels. Les collaborateurs occasionnels, c'est des producteurs, des agronomes qui nous envoient des questions, des photos de temps à autre pendant la saison. On a aussi des collaborateurs réguliers, donc ça, c'est des agronomes qui nous envoient leurs observations, les résultats de leur dépistage qu'ils font dans vos champs, qui nous envoient chaque semaine leur rapport détaillé. Et à partir de ces informations-là, nous, on fait un avertissement hebdomadaire qui va présenter les principales problématiques identifiées par les collaborateurs. Donc, vous, ça vous permet de savoir à quoi porter attention dans vos dépistages et dans nos avertissements, on fait aussi un rappel des stratégies de traitement. Excusez-moi. On fait aussi la surveillance de maladies, par exemple, qui nécessitent des interventions rapides. Donc, par exemple, le mildiou, en suivant les informations des réseaux ontariens et américains de dépistage du mildiou. On collabore avec le réseau Pommes de terre aussi. Donc, on peut publier là, des alertes rapidement si c'est nécessaire, donc en suivant le développement de la maladie à travers le territoire. On publie aussi des fiches techniques sur les principaux ravageurs des cultures. Donc, les fiches techniques, c'est toujours en développement. Ça présente la biologie du ravageur, un peu comme les fiches IRIS, mais on rajoute aussi les techniques de dépistage, les stratégies de prévention, les stratégies d'intervention, donc toutes les informations utiles pour les producteurs et les agronomes qui interviennent sur le terrain. Et on prépare aussi un bulletin des traitements homologués. Donc, c'est un bulletin qui est mis à jour à chaque année, qui contient les principaux traitements tant en biologique qu'en conventionnel. Donc, c'est des tableaux qui servent de référence pour repérer les traitements par ravageur. Et ça vous permet aussi de faire des choix de traitement en les comparant sur différents critères comme les indices de risque, par exemple, ou les délais avant récolte. Un service qu'on offre aussi, c'est de vous aider à faire de l'identification en cours de saison, donc au moyen de photos là, que vous pouvez nous envoyer. Sinon, on fait aussi le lien avec un laboratoire de diagnostic en phytoprotection si nécessaire. Et à partir de ces identifications-là, on met beaucoup d'images dans nos avertissements hebdomadaires pour vous permettre de visualiser les symptômes, d'identifier ce qui se passe dans vos champs. Et on essaie aussi de mettre en évidence les caractéristiques qui permettent de différencier les problématiques. Donc, par exemple, ici, on a mis en évidence des différences possibles entre le Phytophthora et un champignon de sol, donc dans le poivron. On peut aussi regarder ce qui permet de différencier les maladies bactériennes versus le stress climatique dans les jeunes plants de tomates. Ou par exemple, ici, on avait un ravageur qu'on a observé là, assez nouveau cette année en tunnel. Donc, c'est un ravageur de serre, mais qu'on a pu observer cette année en tunnel. C'est le Microtechnites bractatus. C'est une petite punaise. Et puis, on pouvait regarder la différence là, de dommages avec des tétraniques ici à gauche sur des feuilles d'aubergine. Donc, on a mis ça en évidence dans notre rapport, dans notre fiche hebdomadaire. On fait aussi une veille de la recherche qui se fait ici et ailleurs sur les solanacées. Donc, on peut diffuser des projets de recherche, des essais en champ, si ça se fait au Québec, mais si ça se fait ailleurs aussi.
Donc, par exemple, cette année, le ministère de l'Agriculture de l'Ontario a publié des essais d'efficacité sur différents fongicides dans la tomate pour l'alternariose, la tachétorienne, l'anthracnose et le mildiou. Donc, c'est des données d'efficacité issues d'essais de l'Université de Guelph et de Cornell. Et nous, on a traduit ce tableau-là et on l'a publié là, dans un de nos avertissements pour rendre disponibles ces données-là aux producteurs du Québec. Donc, pour vous inscrire au RAP Solenacée, c'est très simple. Dans le fond, vous pouvez vous inscrire à tous les RAP dont vous pensez avoir besoin. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevez toutes les publications par courriel à mesure qu'elles sont publiées. Je vais mettre l'adresse dans le chat tantôt. Et sinon, toutes nos publications sont disponibles sur AgriRéseau, donc pour consultation quand vous en avez besoin. Nos fiches techniques, nos rapports hebdomadaires aussi sont là sur AgriRéseau. Donc, ça, c'est des informations aussi que je vais mettre dans le chat. On va avoir un sondage de satisfaction qu'on va vous envoyer par courriel à la fin du webinaire. Vous pouvez aussi le remplir. Je vais le mettre dans le chat aussi. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a d'autres webinaires horticoles, donc il n'est pas trop tard pour vous inscrire au prochain webinaire. Donc, je vais passer la parole à mes collègues. Merci Geneviève. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette présentation virtuelle. C'est un peu particulier cette année. On espère que ça sera la seule année comme ça, puis qu'on revienne en présence. C'est plus convivial. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du potentiel de rendement du poivron et de la tomate biologique sous abri. Je me représente rapidement. Il y a peut-être des gens qui sont arrivés plus tard, qui sont connectés. Moi, c'est Christine Villeneuve. Je suis agronome au MAPAC en Montérégie-Ouest, en production légumière de champs et sous abri froid. Alors, dans la présentation, en fait, on va aborder ces aspects-là, le type d'abri, le potentiel de rendement et l'étalement des récoltes. On va aborder un peu plus en détail les abris froids au niveau des zones climatiques de production puis les techniques pour moduler le climat. On va faire un survol des variétés et des résistances. Ensuite, ma collègue Geneviève va vous présenter les combinaisons plantes-abri les plus profitables. Puis, on va vous présenter brièvement le guide Production et poivrons et tomates biologiques sous abri qui est sorti il y a moins d'un an encore. Dans le fond, c'est ça. Le modèle de production de ces abris-là, c'est surtout pour les fermes maraîchères biologiques ou conventionnelles qui sont diversifiées. Alors, on va retrouver dans la présentation, puis dans le guide, dans le fond, c'est des abris froids et chauffés qui sont tous en plein sol et sans fondation. On a ici les logos comme ça avec un flocon bleu qui indique les abris froids, puis le logo rouge orange pour la serre chauffée, qui est chauffée 3 saisons, d'avril à fin octobre, ce qui correspond à ce type de producteur-là, de modèle de production-là. Les abris froids sont, entre autres, super intéressants pour un peu avoir un tampon ou avoir mieux déjouer le climat qui est de plus en plus imprévisible. On a vraiment des épisodes plus prononcés de sécheresse, de chaleur, de froid, de pluie au printemps, pendant l'été, à l'automne. Puis les abris froids trouvent de plus en plus leur place. Et puis, c'est pas rare d'observer sur une même entreprise que l'entreprise va posséder plusieurs types d'abris, un tunnel chenille, une serre froide, puis une serre chauffée 3 saisons. C'est des abris qui sont complémentaires. La serre chauffée, évidemment, on part nos transplants, puis on peut faire différentes cultures complémentaires, puis souvent au niveau financier, ça peut être très intéressant pour des entreprises. On va s'attarder maintenant à chaque modèle, décrire un peu les avantages et les désavantages de chacun de façon succincte. Dans le fond, le tunnel chenille mobile, c'est un abri qui est déplacé chaque année ou aux 2 ans maximum. Les avantages qu'on y trouve, ben, comme il est déplacé, évidemment, pour les rotations, ça brise le cycle des maladies. On a des gels plus intenses, donc aussi les ravageurs vont moins survivre. Ça a l'avantage aussi, étant donné qu'on enlève le plastique l'hiver, ben, l'eau de pluie lessive les sels minéraux qui peuvent s'accumuler, qui peuvent causer des problèmes, souvent surtout en production biologique où on a une fertilisation qui augmente la salinité. Il est peu dispendieux comme abri. Comme désavantage, évidemment, on a un contrôle du climat qui est limité. Ça étire moins l'œuf en légumes dans le temps. Il ne supporte pas la neige.
Il est moins adapté aux sites venteux. Par contre, avec les compagnies, on peut regarder pour avoir des ancrages vissés plus profonds pour remédier à ce problème-là. Ça demande un peu de main-d'œuvre au printemps aussi pour le démonter puis le remonter. Et puis, le tutorage des plants, entre autres dans le poivron puis la tomate, c'est indépendant de la structure. La structure ne va pas supporter la charge des plants. Les dimensions les plus populaires, c'est souvent 4,3 mètres de large. La longueur est variable. Puis la hauteur au fait est environ de 2,3 mètres. Ici, on a un exemple d'un tunnel chenille qui est installé en Montérégie au printemps sur des légumes de climat frais. On avait des verdures asiatiques, des laitues. Et puis, au 6 mai, c'était un printemps très, très frais. Puis je me dis, oh mon Dieu, c'est donc le fun. Les gens qui ont des abris comme ça par rapport au plein champ, vraiment, ils ont une longueur d'avance. On a la même culture ici quand on a enlevé notre tunnel chenille. Il était vraiment plus avancé qu'en plein champ. Et puis après, on a déplacé notre tunnel chenille sur des tomates qui ont été plantées le 30 mai. La serre permanente froide ou chauffée, qui est comme l'abri le plus conventionnel depuis longtemps. L'avantage, c'est que c'est adapté aux hivers québécois et au grand vent. Le contrôle, évidemment, du climat, il va du plus simple au plus sophistiqué avec l'automatisation, que ce soit au niveau de la ventilation, du chauffage, de la brumisation. Les rendements, évidemment, vont être plus élevés parce qu'on contrôle mieux l'environnement. On a une plus grande latitude pour offrir des légumes plus tôt ou plus tard en saison. On n'a pas de démontage et démontage. Puis, la structure supporte le tutorage vertical. Par contre, pas d'essivage par l'eau de pluie, sel d'accumulation de ciel, rotation limitée, puis c'est dispendieux. Les dimensions les plus courantes, c'est du 30 pieds par 100 pieds. Puis la hauteur au fait est plus haut que le tunnel chenille, par exemple 4,5 mètres. Mais ça peut varier aussi la hauteur. Dans le fond, nos abris sont là pour modifier le climat dans le but d'optimiser les rendements puis d'étaler les récoltes plus tôt ou plus tard. Donc, nos abris, dans le fond, ils vont jouer sur le climat. Alors, c'est quoi nos températures optimales moyennes de croissance pour la tomate puis le poivron? On a un ordre de grandeur ici. On voit que le poivron aime légèrement ça un peu plus chaud que la tomate. Alors là, on arrive tout de suite dans le vif du sujet. Je commençais par ça pour vous montrer le potentiel de rendement puis les périodes de récolte selon chaque type d'abri. Donc, on s'attend évidemment que dans notre tunnel, le moins, si vous voulez équiper, on ait moins de rendement et c'est ça qui se passe. Par exemple, pour la tomate, j'ai choisi la tomate charnue hybride indéterminée parce que c'est la tomate qui offre le plus gros potentiel de rendement. Puis aussi, il faut s'attarder à choisir idéalement des variétés résistantes à la moisissure olive, qui est la bête noire dans les abris, avec des variétés, parce qu'il y a beaucoup de variétés de type heirloom ou autres petites cerises qui ne sont pas résistantes. Donc, la tomate charnue hybride interminée, dans mon tunnel chenille, je vais aller chercher un rendement de 8 à 15 kilos au mètre carré. Puis ma récolte, c'est de la fin juillet à la fin septembre environ. C'est sûr que ça va varier selon les régions. Dans la serre froide, il faut dire que la serre froide, ici, j'ai choisi une serre double polyéthylène avec une ventilation à air forcé. On va chercher presque le double du rendement, 10 à 20 kilos au mètre carré. Et puis, on arrive à 2 semaines plus tôt en saison. Mais on ne peut pas étirer vraiment plus tard à cause le temps froid empêche la production tardive. Dans la serre chauffée 3 saisons, on va tripler nos rendements. Si on s'organise évidemment pour avoir une gestion optimale agricole pour tout le reste de la régie, on va chercher 20 à 30 kilos au mètre carré. Et puis là, on récolte vraiment plus tôt, du début juin à début novembre. Maintenant, si je regarde le poivron, je le compare avec la tomate parce que le poivron, c'est pas une plante qui pousse aussi rapidement que la tomate. Il y a un système racinaire paresseux en début de saison, il s'établit lentement. Il a tendance aussi à produire par bourrée. La tomate, on taille, on sait qu'on est capable de prévoir quand on fait de la taille, nos rendements hebdomadaires. Le poivron, il est capricieux. Il va produire par bourrée, puis après, il arrête de produire des fleurs puis des fruits. Il y a de la chute de fleurs puis de fruits. Vous allez voir, ça va paraître dans son potentiel de rendement. Regardez par rapport, j'ai choisi aussi ici un poivron allongé de type Carmen. Ça peut être le Sprinter qui vont donner des rendements à peu près similables. C'est des poivrons qui vont bien performer, des poivrons rouges. Donc, on va quand même chercher moitié moins de rendement que la tomate.
dans mon tunnel chenille. Et puis, évidemment, on arrive plus tard, à partir de la mi-août. Dans la serre froide, encore, on ne va pas non plus optimiser beaucoup nos rendements, faiblement. On va chercher 1 à 2 kilos de plus au mètre carré avec la serre froide. Puis dans la serre chauffée 3 saisons, on va chercher environ 3 kilos au mètre carré de plus. Donc, vous voyez qu'il ne se comporte vraiment pas de la même manière que la tomate, même si on modifie l'environnement. Pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure, très lent à démarrer et plus capricieux. Alors là, on va arriver dans la section abri froid, zone climatique de production et techniques pour moduler le climat. Dans le fond, pour les abris froids, ici, je voulais vous présenter comment un abri froid à Sainte-Polytaine, il protège très peu des gels. D'ailleurs, j'ai vu que M. Favreau, il est là présentement. Bonjour, Richard. C'était un essai qui s'était réalisé chez lui dans le Bas-Saint-Laurent en 2010. Puis, on voit ici que dans le tunnel froid, on, on va chercher 1 degré de plus seulement la nuit par rapport à l'extérieur au mois de juin, puis à l'automne, même pas 1 degré, 1 demi-degré. Donc, ça protège très peu des gels, un abri froid à Sainte-Polytaine. Si on veut augmenter notre protection, alors là, à double polytaine, on peut aller se protéger jusqu'à 4 à 5 degrés et demi Celsius contre les gels. Il y a un livre ici intéressant, il y a d'autres références, mais The Year-Round Hoop House va donner beaucoup d'informations à ce niveau-là sur la production en abri froid. Maintenant, comment choisir? Est-ce que je suis dans une zone climatique de production qui va me permettre de cultiver sous abri froid? Pour ça, il faut évaluer la longueur de la saison sans gel, puis on considère que ça prend environ 120 jours pour cultiver le poivron et la tomate sans gel. Pour aller voir si vous êtes dans une région qui le permet, vous pouvez aller consulter l'Atlas agroclimatique. Je vais le faire avec vous ici, en allant sur le site. Donc, ici, on va aller chercher les risques de gel. Il faut s'assurer que notre température seuil est à 0 Celsius. Ensuite, on a le dernier gel printanier, on a le premier gel automnal, on a la longueur de saison sans gel, c'est ce qu'on va aller chercher. On va cliquer sur le petit globe terrestre ici. Ah oui, on va aller chercher 8 années sur 10 parce que dans le fond, vous voulez savoir, dans 80 des cas, vous allez avoir cette longueur de saison sans gel-là de 120 jours. Donc, vous allez chercher le 8 années sur 10. On clique sur le petit globe. Vous allez avoir downloadé, téléchargé, pardon, en bon français, WeatherScope. Ça ne sera pas long. Ça s'en vient. C'est plus long que d'habitude. Bon, si je ne peux pas y accéder, on dirait qu'il est capricieux aujourd'hui. Il roule, il roule, il roule. Ah! Bon, vous allez avoir la carte du Québec ici, puis on se rappelle, c'est 120 jours. Donc, on va voir dans les zones qui ont 120 jours de croissance sans gel, 80 du temps. On voit que, évidemment, tout le sud, ça va en Estrie, puis ça suit tout le long aussi du Saint-Laurent. C'est bon. Donc, ensuite, une fois que j'ai ma saison sans gel, on va aller voir maintenant à partir de quel moment je plante. Alors là, on va aller, je ne retournerai pas sur le site, mais vous allez choisir à ce moment-là la carte dernier gel printanier 2 années sur 10. Ça veut dire qu'il y a 20 de chance d'avoir un risque de gel printanier après ces dates-là. On va prendre un scénario à Compton en Estrie. Puis là, vous arrivez en jour julien sur la carte, 147 jours juliens, qui correspond au 27 mai dans un calendrier de jours juliens. Ça veut dire qu'à compter du 27 mai, donc, vous avez juste 20 de chance d'avoir un gel printanier. 27 mai. Maintenant, on a choisi notre saison de croissance, notre date de plantation, mais il faut aussi considérer la culture par rapport à sa tolérance au froid.
Puis là, il y a un de mes collègues, Mario Leblanc, qui a fait un blog sur l'atlas agroclimatique que vous pourrez aller consulter. Puis la tomate et le poivron, comme vous pouvez voir, c'est des espèces qui sont sensibles ou très sensibles au froid. Donc, après la date du dernier gel, je dois ajouter un 7 jours pour la tomate, puis un 14 jours pour le poivron pour m'adapter à ma date de plantation au champ. Évidemment, nos abris froids vont nous permettre de, vous allez le voir, de moduler puis de pouvoir devancer un peu. Donc, ici, j'arrive avec mon scénario. On avait vu qu'à Compton, le 27 mai, mon risque de gel était à 20. Je rajoute ma sensibilité au froid des espèces. Ça m'amène au 3 juin pour la tomate, au 10 juin pour le poivron. Si je considère maintenant que j'ai une protection de l'abri, je me dis je vais avoir environ un 5 jours de protection que je peux retirer. Donc, je peux planter 5 jours plus tôt. Puis ici, on va voir un peu plus tard les techniques pour optimiser la température 24 heures dans les abris. Si j'utilise différentes techniques, bien, je vais pouvoir encore plus devancer ma date de plantation et ça va m'amener grosso modo pour la tomate du 15 au 20 mai et pour le poivron du 20 au 25 mai. Ouais, c'est bien beau, Christine, mais ça vient d'où ça, ces espèces de jours-là que tu as mis, le 5 jours, 9 à 16 jours? Ben, écoutez, je n'ai pas inventé la roue. Moi, je me suis inspirée. Excusez-moi, avant d'aller plus loin, évidemment, vous allez ajuster ça selon le printemps puis les prévisions météo de la semaine. On ne fait pas ça les yeux fermés. Mais mon raisonnement, en fait, je me suis inspirée de zones climatiques de production comparables, mais surtout d'entreprises qui sont des leaders dans le domaine, puis qui ont validé année après année des dates de plantation dans leur région, puis qui ont eu du succès, puis qui produisent bien, puis qui ont des bons résultats. Alors, il s'agit de la ferme aux petits oignons à Mont-Tremblant, le Vallon des Sources à Ripon, et puis la ferme Val-au-Vent à Saint-Valérien. Ici, j'ai fait un tableau comparatif qui compare, dans le fond, ces trois fermes-là avec la saison sans gel, le gel printanier, puis les dates de plantation. Quelle pratique? Puis on voit que le calcul nous amène dans un même ordre de grandeur. Puis ça nous rassure qu'on est correct avec cette méthode-là, si vous voulez, d'évaluer mes dates de plantation selon les zones climatiques. Maintenant, on va regarder quelles sont les techniques pour moduler le climat dans les abris froids. Au niveau de la température du sol, il faut savoir que le poivron et la tomate, la température du sol doit atteindre 15 Celsius dans les 10 à 12 premiers centimètres de sol. Donc, ce que plusieurs producteurs vont faire, ils vont installer des plastiques transparents sur le sol, faire une solarisation à court terme, puis en 3 à 4 jours, dans un tunnel froid fermé et par temps ensoleillé, la température à 15 centimètres, elle va passer de 8 à 10 Celsius à 18 à 20 Celsius. C'est un net avantage. Puis en même temps, ben, on va faire d'une pierre deux coups parce qu'on va activer, dans le fond, les micro-organismes du sol pour la minéralisation des engrais organiques qui se situent entre 25 et 35. Maintenant, la température de l'air, on voit ici qu'avec un 5 polyéthylène, on l'augmente de 7 Celsius, puis avec un double polyéthylène, on l'augmente jusqu'à 12. Donc, on va chercher une chaleur augmentée, mon double polyéthylène de 5 Celsius. On va sacrifier un petit peu sur la luminosité qui va baisser de 7 mais le jeu en vaut la chandelle. C'est très important de ventiler. Ce n'est pas parce qu'on est dans un abri froid qu'il ne peut pas faire chaud, très chaud. Par exemple, ici, ça a été fait aux États-Unis, dans une serre ou un tunnel non ventilé, la température peut atteindre 38 ici quand il fait 18 à l'extérieur. Heu, les températures seuil pour ventiler, la tomate va être plus capricieuse. Il faut ventiler, quand il fait, 18 Celsius. D'ailleurs, puis le poivron 24, d'ailleurs, on dit que c'est pas les meilleurs compagnons pour être dans un même abri. Le poivron partage mieux les mêmes conditions climatiques que les concombres, les cucurbitacées, par exemple. Maintenant aussi, pour, optimiser la température de l'air et du sol, on a les couvertures flottantes ou les agriles, des toiles qui pèsent en moyenne de 17 à 22 grammes au mètre carré. Puis là, on peut mettre une ou 2 épaisseurs pendant 2 à 3 semaines au printemps pour devancer nos fameuses dates de plantation. La luminosité va diminuer aussi. Et puis, ça va nous protéger évidemment, davantage contre les gels.
Bon, c'est sûr qu'on les pose, puis on s'en va pas les yeux fermés, puis on y touche plus. C'est important de bien gérer ces couvertures-là, puis il faut les retirer quand il fait des jours ensoleillés entre 10 heures et 3 heures l'après-midi, parce que la température va être de 3 à 10 degrés supérieure que dans le reste de l'abri. Puis si en plus la ventilation on retarde, bien, ça peut monter très vite, comme on a vu. Il faut savoir aussi que sous abri, l'efficacité de mes bâches, de mes couvertures thermiques, est amplifiée de 2 à 3 fois par rapport au champ, parce que le vent, il n'y a pas d'emprise, donc il ne balaie pas l'énergie thermique qui peut être emmagasinée. Puis on peut enlever les températures lorsque les couvertures lorsque les températures de nuit sont supérieures à 10, puis que les risques de gel sont passés. Karine, il me reste combien de temps juste pour avoir une petite idée? Là, ça fait 18 minutes. OK, c'est bon. Je vais accélérer un petit peu. Bon, la température du sol, ben, on connaît les fameux polyéthylènes puis les géotextiles qui vont contrôler les mauvaises herbes, conserver l'humidité du sol. Ça nécessite une irrigation goutte à goutte. Puis ça augmente la température du sol. Pas pour tous, mais pour les noirs, les clairs puis les infrarouges. Polyéthylène, géotextile. C'est quoi les caractéristiques, dans le fond, de ces pays-là? Si je regarde les polyéthylènes, les minces puis les épais, ils conservent l'humidité. Dans les abris chauffés au permanent, ils aident à gérer l'humidité ambiante puis réduisent la remontée des sels minéraux en surface parce que mon sol ne va pas s'assécher. Donc, les polyéthylènes minces sont dans les champs puis les tunnels chenilles avec une installation mécanisée. C'est non recyclable. Par contre, on avait l'habitude de ne pas avoir de pays biodégradables dans les dernières années. Puis là, il y a eu une nouvelle homologation qui est faite par Film Organique, qui est certifiée par Ecocer en 2020. Donc, ça sera disponible pour ceux qui voudront les utiliser. Le désavantage d'avoir des paillis qui recouvrent complètement, c'est que la fertilisation, c'est difficile de la fractionner. Puis en biologique, on sait que c'est important. Si les géotextiles et les polyéthylènes épais, ils ont l'avantage justement de pouvoir garder une ligne, d'ouvrir au milieu, puis de pouvoir fractionner les engrais, puis aussi d'aller voir l'état des racines, comment l'humidité du sol, comment se passe l'irrigation. Les géotextiles, ça évite les flaques d'eau dans les arches des tunnels exposés à la pluie. Par contre, en bordure des tunnels chenilles, il faut vraiment prévoir des trous assez grands parce qu'avec les vents sur le côté, ça peut carrément là, causer des lésions aux tiges puis faire de la mortalité sur les jeunes plants. On voit que la durée de vie ici elle varie de 2 à 10 ans pour les géotextiles puis les polyéthylènes épais. Rapidement, les propriétés selon les couleurs ici. Le noir, il va augmenter la température du sol dans les 5 à 10 premiers centimètres de 1,7 à 2,8 Celsius. Le blanc sur noir va la diminuer, c'est un peu logique, de 0,4 à 1,1. Les clairs puis les verts ou bruns vont les augmenter, mais ce n'est pas des paillis qu'on utilise dans les abris, c'est plus en plein champ. Maintenant, pour les abris, lequel choisir? Pour ce qui est des abris froids, les polyéthylènes ou les géotextiles noirs conviennent bien au poivron puis à la tomate. Ils vont augmenter la température. Par contre, dans les abris chauffés, ce n'est pas l'idéal parce qu'ils vont contribuer à réchauffer l'air de l'abri. Puis en plein été, ce n'est pas ce qu'on veut. Pour ce qui est des polyéthylènes blanc sur noir qui diminuent la température, ils sont bien adaptés à la tomate dans les abris froids. Pas au poivron, par contre. La tomate, même en plein champ, du blanc sur noir, ça produit bien ici dans le sud. Mais le blanc sur noir pour le poivron, il manque de chaleur au niveau racinaire. Par contre, dans la serre chauffée, c'est un bon choix. Et puis, le polyéthylène est préféré, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il conserve l'humidité relative du sol par rapport au géotextile noir. Maintenant, je vais faire un survol rapidement des variétés puis des résistances. Comme je vous le disais tout à l'heure, la bête noire, la maladie la plus problématique dans les abris en biologique, c'est la moisissure olive. De son nom latin Fulvia fulva. Ici, on a dans une serre côte à côte, c'était vraiment côte à côte, une variété qui n'avait pas de résistance, la Corallina, puis une qui en avait de la Biorange. Vous voyez la même date, la différence flagrante de pression de la maladie, puis comment ça hypothèque les rendements. Encore ici,
c'est dans la même serre des différences flagrantes au niveau, des résistances, des variétés. Ça vaut vraiment la peine de s'attarder à ça, surtout dans une serre chauffée où ça coûte plus cher. Ma collègue Geneviève va vous parler des coûts tantôt là, de production. Ben, il faut vraiment, mieux calculer. Il y a plusieurs entreprises d'ailleurs qui décident justement de partager leur production entre la serre chauffée pour des tomates hybrides qui sont résistantes aux maladies fongiques. Puis dans les tunnels chenilles, ils vont mettre des variétés de type heirloom euh, qui justement vont moins survivre parce qu'en plus, on peut faire des rotations. Puis on sait que la moisissure olive peut survivre dans les abris dans le sol. Donc, nos tunnels chenilles nous permettent aussi de faire des meilleures rotations. Dans le guide qu'on va vous présenter tout à l'heure, d'ailleurs, il y a plusieurs variétés qui sont listées. On a fait un sondage auprès d'une trentaine d'entreprises, puis on est allé chercher les variétés qui ont bien performé sur leur ferme, qui préfèrent dans les 2, 3 dernières années. Donc, vous pourrez vous en inspirer pour faire des essais chez vous. Alors, j'arrive déjà dans le fond à la fin. Je pense que je suis à mon temps. Ma collègue Geneviève, maintenant, va vous partager les combinaisons plantes-abri les plus profitables et les moins intéressantes. Là, je m'entends en double. Merci à toi, Geneviève. Je vais retirer ma présentation. Donc, comme Christine vous a parlé, on est un groupe d'agronomes et de conseillers agricoles qui avons travaillé là, depuis 2017, en fait, sur la rédaction d'un guide qui fait 293 pages. Donc, tout au long de la rédaction et de la discussion en rapport avec le guide, il y avait quand même des questions majeures sur la profitabilité et surtout les meilleures combinaisons entre la culture et l'abri qui nous venaient en tête. On se questionnait, on savait que les abris augmentaient les rendements, mais on savait aussi que les abris augmentaient les coûts de production. Puis il y avait une question par rapport au chauffage. Donc, les producteurs nous le posent souvent la question, ça coûte cher chauffer, est-ce que ça vaut vraiment la peine au niveau du bénéfice au bout du compte de chauffer? Donc, on a voulu répondre à toutes ces questions. Il y avait déjà un travail qui avait été fait avec le CRAAC, des budgets en abri qui ont été sortis en 2016. Par contre, le besoin, c'était vraiment d'intégrer l'ensemble des coûts, autant les coûts de possession de la structure, les coûts d'énergie, les coûts de main-d'œuvre aussi qui sont souvent peu détaillés dans les budgets du CRAAC. Donc, avec la collaboration du CETAB, Anne Lemat, on a, dans le fond, démarré un projet de comparaison technico-économique des différents modes de production de poivrons et de tomates sous abri pour tenir compte de toutes les charges. Ça a été vraiment un travail d'équipe là, parmi les conseillers techniques et les conseillers en économie et gestion. Donc, les co-auteurs, Anne Lemat, Geneviève Legault, moi-même, puis Philippe-Antoine Taillon du MAPAC en capitale nationale. Tout, dans le fond, l'étude que je vais vous présenter, ça a été intégré avec beaucoup de détails dans le guide, dans le chapitre 11 du guide de production poivrons tomates biologiques sous abri. Et puis, on a eu de nombreux collaborateurs pour aller chercher les données, incluant plusieurs entreprises maraîchères. Donc, l'étude visait à comparer différents modèles de production de tomates et de poivrons dans différents abris. On a choisi, en fait, de comparer le tunnel chenille à la serre chauffée 3 saisons. Dans le fond, la serre, elle est chauffée à partir du mois d'avril jusqu'à la fin d'octobre. On n'a pas retenu la serre froide parce qu'on n'avait pas suffisamment de producteurs là, qui nous ont fourni de l'information par rapport à des rendements en serre froide. Donc, ça comparait la culture de tomates rondes de type beef en palissage vertical en serre chauffée. Donc, la période de récolte pour cette culture-là, c'est 22 semaines de récolte versus le tunnel chenille pour la même variété qui est à ce moment-là en palissage horizontal, puis la période de récolte, c'est 10 semaines. Ensuite, on a choisi de comparer le poivron de conique de variété Carmen en palissage horizontal dans le tunnel chenille et en palissage horizontal dans la serre chauffée. Donc, la période de récolte pour le poivron Carmen, c'est 8 semaines de récolte en tunnel et 20 semaines de récolte en serre chauffée.
Donc, si je fais le rappel des rendements, les rendements qui ont été choisis là, pour nos hypothèses de la comparaison technico-économique, on a choisi un rendement moyen de 11,5 kg par mètre carré pour la tomate en tunnel et puis un rendement moyen de 25 kg par mètre carré pour la serre chauffée 3 saisons. On sait qu'il y a plusieurs producteurs qui atteignent des rendements beaucoup plus élevés. Par contre, on voulait être réaliste là, dans les rendements qui étaient choisis et prendre des rendements moyens. Donc, on voit qu'entre le tunnel chenille et la serre 3 saisons, c'est quand même 220 d'augmentation de rendement en serre chauffée. Pour le poivron, les rendements, on a choisi 5,5 kg par mètre carré en tunnel chenille, puis on a choisi une moyenne de 8 kg par mètre carré, ce qui est observé chez les entreprises là, en serre chauffée 3 saisons pour de la variété Carmen. Donc là, on est dans des augmentations de rendement d'à peu près 45 On n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce que ça donne comme résultat au niveau du bénéfice net? Je vous rappelle que l'entreprise maraîchère qu'on a choisie, le modèle d'entreprise, c'est une entreprise maraîchère biologique diversifiée d'environ 3 hectares en légumes de champ. Qui intègre des structures sur son entreprise, soit un tunnel chenille ou soit une serre chauffée 3 saisons, soit de poivrons ou soit de tomates. Donc, on s'attendait à ce que l'ensemble du tunnel soit en poivron ou l'ensemble de la serre soit en poivron ou en tomates. Dans les faits, on sait que ce n'est pas ça qui arrive. Là. Vous utilisez les structures pour plusieurs cultures à la fois, mais pour séparer les coûts et le temps de main-d'œuvre, on l'a comparé comme ça. L'entreprise, elle met en marché de façon directe ses produits. Donc, à 95 c'est des ventes de paniers bio, marché public, kiosque à la ferme. On a quand même ajouté un 5 des ventes aux détaillants pour pouvoir voir un peu c'était quoi les différences en termes de prix puis de coûts associés à la vente aux détaillants. Donc, si quelqu'un voulait reprendre ce budget-là puis changer les pourcentages, bien, ça pourrait lui donner une idée des revenus et des coûts associés à ces modes de mise en marché-là. Les prix qui ont été choisis, excusez-moi, pour la tomate de serre, 5,40 du kilo, ça fait 2,45 la livre. En tunnel, on a choisi un prix qui était plus proche du prix des tomates de champ, c'est 3,90 du kilo, soit 1,80 la livre. Pour le poivron Carmen, par contre, les prix qui ont été choisis, c'est 9,75 du kilo, 4,45 la livre, autant pour le tunnel que pour la serre. On n'a pas fait de différence de prix au niveau de ce poivron-là, qui est quand même un produit de niche, là. Donc, ce que ça donne comme bénéfice net dans Tunnel Chenille, c'est quand même un bénéfice net très intéressant. Je vous rappelle qu'on a inclus tous les coûts, incluant les coûts de main-d'œuvre. C'est sûr qu'on a mis un salaire minimum, donc 15 de l'heure. On sait que déjà en 2021, c'est rendu désuet comme salaire, mais on a inclus toutes les heures, incluant les heures du propriétaire là-dedans. Je vais parler plus tard de la main-d'œuvre. Et pour la serre chauffée, on voit que le bénéfice net est presque doublé, là. Fait que malgré les charges très importantes, puis je vais revenir aux charges, le bénéfice net est presque le double, en fait, en serre chauffée. Au niveau du poivron, la situation est quand même différente. Dans nos hypothèses, dans le fond, dans le tunnel Chenille, on arrive à dégager un bénéfice net intéressant à 23 par mètre carré. Mais au niveau de la serre chauffée, étant donné que le rendement n'augmente pas beaucoup, c'est 45 de plus de rendement, mais les charges augmentent, elles, énormément avec les coûts de chauffage, ben, on n'arrive pas à une rentabilité là, du poivron en serre chauffée avec les hypothèses qu'on a présentement, avec le niveau de chauffage aussi qu'on a mis. Donc, c'est sûr que ce n'est pas il y a plusieurs cas, plusieurs cas dans plusieurs régions, sur chaque entreprise, c'est différent. C'est important quand même de faire ces calculs-là selon votre situation particulière avec vos données à la ferme, là. Donc, dans les coûts des investissements, qu'est-ce que ça coûte acheter un tunnel chenille ou une serre froide ou une serre chauffée? Donc, on a choisi le tunnel chenille 14 par 100, qui est un 132 mètres carrés de surface euh, à l'intérieur de la structure. On parle d'un coût pour la structure et le plastique. Ça, c'était des coûts 2018. Là. Ça a probablement déjà augmenté. Autour de 1 845 pour une structure de cette dimension-là. Il faut compter quand même des coûts pour des équipements comme des tuteurs, de l'irrigation. Dans le cas d'un tunnel chenille. Donc, on tombe avec un coût total pour opérer cette structure-là de 22 du mètre carré en équipement.
Ensuite, pour la serre froide, on est plus autour de 99 de mètre carré. C'est sûr qu'on a inclus quand même une serre froide équipée avec avec la ventilation forcée, puis des contrôleurs d'irrigation. Je pense qu'il y avait des roll-up aussi là, motorisés pour les côtés. Fait que ça revient quand même assez cher. Il y a moyen de faire une serre froide quand même un petit peu moins chère, un petit peu plus manuelle. Pour la serre chauffée équipée, c'est une serre qui est isolée, un 30 par 100. Avec tous les équipements, on parle de 120 à 125 du mètre carré d'investissement présentement. Donc, on n'a pas retenu les hauts tunnels dans notre étude. Les hauts tunnels, là, on parle d'un investissement qui se tourne autour de entre 19 et 30 du mètre carré présentement, là, qui est une autre structure possible pour faire de la culture abritée. Donc, il y a un des concepts qu'on a introduit dans le cadre de cette étude technico-économique-là, c'est le coût annuel de possession. Excusez, j'ai oublié de mentionner à la slide précédente que ça n'incluait pas les frais de montage ni de préparation initiale du terrain, les coûts d'investissement que je vous ai présentés. Donc, les coûts annuels de possession, en fait, là, c'est qu'est-ce que ça vous coûte à chaque année posséder cette structure-là. Pour le calculer, il faut avoir la durée de vie de la structure. Donc, la durée de vie seulement de la structure, là, pour un tunnel chenille, on parle d'un 10 ans. Pour une serre, on parle d'un 20 ans. Donc, le coût total est amorti sur ce nombre d'années-là. Mais à ce coût-là, qui est annuel, donc le coût total divisé par le nombre d'années, il faut aussi ajouter le coût du financement, donc les intérêts, le coût de l'entretien et de la réparation pendant cette période-là. Dans certains cas, les taxes foncières, comme tout ce qui est bâtiment, une serre, c'est considéré comme un bâtiment, ça a un impact sur les taxes foncières et les assurances aussi. Les structures ont un impact sur vos coûts d'assurance. Donc, en calculant l'ensemble de ces coûts-là, on arrive, dans le fond, à un coût annuel de possession de 328 par année pour un tunnel chenille. Pour une serre froide ou équipée, on est dans des montants beaucoup plus élevés, là, autour de 3 200 par année, que ça vous coûte juste posséder cette serre-là. Fait que peu importe si vous faites rien pousser dedans, c'est ça qui va vous coûter à chaque année. Quand on regarde le détail des charges, donc, on voit que pour le tunnel chenille, les charges, c'est principalement des charges de main-d'œuvre à 48 Ensuite, pour la serre chauffée, les gros postes budgétaires, la main-d'œuvre, oups, excusez, je vais revenir en arrière. Non, excusez, j'ai cliqué. Donc, la main-d'œuvre, 33 dans le fond des coûts, c'est de la main-d'œuvre. Il y a un 30 des coûts qui est de l'énergie. C'est sûr qu'il y a toujours des coûts de fourniture, là, des poteaux, de la corde, des clips, etc., selon du goutte à goutte. Les autres coûts qu'on a intégrés, c'est les coûts de mise en marché. Donc, les coûts de mise en marché, c'est l'énergie requise pour faire rouler une chambre fraîche et puis les coûts de transport. Ensuite, les coûts fixes répartis de l'entreprise, c'est en fait qu'on a pris les revenus générés par le tunnel chenille, la proportion du revenu généré par le tunnel chenille sur les revenus totaux de l'entreprise, puis on lui a attribué en fait une portion des coûts fixes de l'entreprise, comme des coûts de gestion de bureau, la certification biologique et puis d'autres frais en honoraires professionnels là, qui sont des coûts fixes de l'entreprise. Donc, ils sont répartis sur l'ensemble des ventes de légumes de l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les charges de possession que je vous ai parlé avant, il y a des charges de possession qui sont liées à la terre, la machinerie, la réfrigération et les charges de possession liées seulement aux abris et aux équipements dans les abris. Mais c'est à peu près la même proportion des charges, autant dans le tunnel chenille que dans la serre chauffée. C'est simplement que le montant de 328 pour le tunnel chenille et de 3 200 pour la serre chauffée, c'est beaucoup plus important pour une serre chauffée. Donc, les charges totales, on est quand même là, autour de 30 du mètre carré pour un tunnel chenille. Ça coûte quand même cher produire en tunnel chenille. Et pour la serre, on est au-dessus de 100 du mètre carré là, de charge à produire. Donc, si vous n'avez pas les rendements escomptés, les revenus, ben, vous allez rapidement être déficitaire là, dans ces structures-là.
Le temps de travail, dans le fond, le temps de travail qu'on a calculé, c'est la donnée la plus difficile à aller chercher. On l'a corroboré avec d'autres sources d'informations. Il y a peu de producteurs, là, en fait, qui prennent leurs données de temps de travail dans les structures. Donc, pour le tunnel chenille, autant la tomate, le poivron, on est à peu près autour de 1 heure du mètre carré de travail. Donc, pour une structure là, de 14 par 100 qui fait 132 mètres carrés, on parle d'à peu près 4 semaines là, de travail supplémentaire que vous ajoutez en achetant un tunnel chenille. Pour une serre chauffée, c'est vraiment différent. Donc, si vous voulez cultiver de la tomate de serre en palissage, de la tomate abaissée en palissage vertical, on parle de 2,3 heures du mètre carré de travail. Pour le poivron conique, étant donné que nous, on avait décidé de comparer le palissage horizontal, c'est sensiblement la même charge en travail. Fait que pour un poivron, on parle d'un bon fois la superficie, là, le 279 mètres carrés de la serre, là, le 30 par 100. C'est 280 heures de travail de plus d'avoir une serre de poivron. Par contre, pour une serre de tomates, c'est 566 heures de plus. C'est 16 semaines de travail supplémentaires que vous ajoutez en achetant une serre et en cultivant des tomates. On a inclus dans ce temps de travail-là tout le temps d'opération, incluant la production de transplants, ainsi que le conditionnement et la mise en marché, le temps de vente de ces produits-là. Une serre de tomates, c'est presque 6 tonnes de tomates produites, donc de cette dimension-là. Donc, c'est quand même beaucoup de temps là, à mettre en marché aussi. Fait que j'en viens à ma conclusion. C'est quoi les éléments de considération pour faire un choix de structure et avant d'acheter, avant de se lancer? Le premier des critères, c'est votre site. Donc, si vous avez un site qui est trop venteux, si vous avez un microclimat qui est très froid, c'est sûr que ça va limiter vos choix de structure. Le tunnel chenille, comme Christine l'a mentionné, ça ne va pas énormément augmenter là, la température à l'intérieur si vous avez un gel très hâtif. Puis sur un site très venteux, c'est déconseillé de poser un tunnel chenille. Les amortissements sont calculés sur 10 ans. Si une année sur 3, vous avez des vents de 150 km/h, puis que à chaque fois, vous risquez de perdre votre tunnel chenille, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est un investissement qui est un petit peu moins rentable de l'amortir seulement sur 2 ou 3 ans. Ensuite, à cet effet, c'est bon de connaître le site avant d'investir dans des structures. Souvent, les gens achètent puis investissent en même temps dans les structures, mais il faut un peu connaître le site pour bien choisir la structure qui convient à votre situation. L'autre élément de considération, c'est vraiment au niveau de l'extension de saison qui est désirée, puis la date de première récolte, ça va beaucoup influencer si vous allez vers la serre chauffée ou si vous allez vers le tunnel chenille. Dans certains cas, c'est de voir aussi la rentabilité, là, les autres facteurs que je vais vous nommer. Peut-être que finalement, d'augmenter de quelques semaines, de devancer de quelques semaines vos récoltes, pour vous, c'est trop coûteux ou trop risqué. Puis à ce moment-là, il y a d'autres stratégies là, avec de l'achat d'autres fermes qui pourraient être possibles aussi pour vous approvisionner plutôt en saison. L'autre chose, je pense que je l'ai démontré avec la slide sur le travail, c'est de prévoir une main-d'œuvre suffisante. Puis dans le cas de la serre, de prévoir une main-d'œuvre formée. Se former, ça prend du temps aussi. Donc, quand on n'a pas de connaissances là, en culture en serre, il faut quand même prévoir une période de formation. Aussi, nous, on a mis dans le fond des rendements que les producteurs atteignent quand sont déjà formés et qui ont de l'expérience. C'est sûr que vous êtes en début de production, vous pouvez vous ajouter un facteur de sécurité débutant là, qui est peut-être un 50% du rendement ou un 70% du rendement attendu là, pour budgéter les premières années quand vous êtes débutant.
L'autre chose, c'est votre tolérance au risque. C'est sûr qu'il y a des producteurs qui, même s'ils ne connaissent pas ça, vont quand même investir, puis ça fait partie de leur ADN d'entrepreneur. Il y en a d'autres entrepreneurs qui vont y aller plus mollo sur le risque, donc qui vont préférer là, bien se former, être sûr de ne pas faire d'erreur avant d'investir eux-mêmes dans ces structures-là, qui au final peuvent être coûteuses si les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'autre facteur, c'est vraiment d'avoir un marché qui est accessible. Comme je mentionnais, 6 tonnes de tomates d'un coup à mettre en marché. Est-ce que vous avez le marché pour vendre ces légumes-là? Puis les prix de vente. Nos hypothèses sont faites sur des prix de vente au détail directement aux consommateurs. Donc, si vous avez accès à du semi-gros, ben là, il faut vraiment refaire un plan d'affaires pour voir si ça, ou une petite analyse pour adapter l'analyse qu'on a faite pour voir si c'est rentable pour vous de vous lancer dans la culture sous abri. Les 2 derniers points, la planification du projet et la planification de la production, très important. La planification du projet, dans le cas d'un tunnel chenille, c'est relativement court. Vous pouvez vous acquérir la structure et la poser quelques semaines plus tard. Mais dans le cas d'une planification d'une serre chauffée, on parle d'une planification qui est beaucoup plus longue au niveau du projet. Ça part avec l'évaluation du site, drainage, nivellement, beaucoup de soumissions à faire. Présentement, les fournisseurs sont surchargés, donc c'est quand même des délais importants. On prévoit minimum 6 mois là, avant l'implantation de la structure pour de préparation de projet. Puis après, il faut planifier toute la production, donc le choix des variétés, le nombre de plants, les espacements à l'intérieur et de produire ces plants-là avant la plantation. Donc, on parle d'une planification de projet d'1 an pour une serre. Et puis à chaque année, vous avez votre planification de production à faire là, qui peut être bonifiée, à ne pas négliger. Souvent, les hausses de rendement vont se faire à l'étape de la planification plus qu'en réaction pendant l'année. Et puis, le dernier point, c'est de surveiller vos coûts de production parce que au courant de notre enquête, on a parlé avec beaucoup de producteurs, puis finalement, on se rend compte qu'au niveau du temps de travail, puis au niveau des coûts de chauffage, ça va du simple au double. C'est sûr qu'il y a beaucoup de régions, au niveau du chauffage, c'est compréhensible que des fois, ça coûte le double, mais des fois, c'est dans la même région. Donc, il y a des producteurs qui chauffent beaucoup, d'autres qui chauffent vraiment pas beaucoup, puis finalement, ils ont des résultats assez similaires au niveau des rendements. Donc, il y en a qui ont des gros coûts de production, puis d'autres qui sont capables de s'en sortir avec des coûts de production quand même assez faibles. Donc, c'est de faire un suivi, en fait. La démarche qu'on vous propose, c'est de faire un suivi de ces 2 champs de coûts de production-là, autant le temps de travail que les coûts de chauffage sur votre entreprise, puis d'essayer d'optimiser ces deux gros postes budgétaires-là pour les coûts de production en serre. Donc, ça ferait le tour de notre présentation. Tous les détails sont dans le guide. On a mis beaucoup d'annexes, beaucoup de textes pour que vous compreniez d'où on a pris les chiffres. Puis je redonnerai la parole, dans le fond, à Christine maintenant pour la prochaine slide. Merci Geneviève. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Parfait. Merci. La rentabilité, c'est vraiment la pérennité de nos entreprises. C'est hyper important. Ça clôt bien le guide. Puis, toutes les présentations que vous avez vues ce matin, celle de Geneviève puis la mienne, vous allez les retrouver dans le guide, puis encore, et plus encore. C'est un guide, profitez-en, ne vous gênez pas. Il est gratuit en ligne. Il faut juste s'abonner sur le site du CRAC. Et puis, c'est un guide qui a été fait en collaboration avec Pleine Terre et BioAction.